Certains auteurs vouent un culte profond pour le 7e art, à tel point qu'ils ne cherchent pas simplement à le comprendre. Ils cherchent à le représenter de la manière la plus parfaite possible, devenant ainsi la représentation parfaite d'un auteur qui voue un amour immense pour le cinéma. Ainsi se posent certains créateurs de 7e art qui ne veulent pas simplement porter à l'écran, sur une toile immaculée, l'idée de simplement aimer portrayer les aventures d'un groupe de personnages ou d'un héros, mais qui cherchent également à mettre en forme leur amour profond, leur reconnaissance, mais également leur sympathie immense pour tout ce qui a forgé leur amour envers cet art si grand que beaucoup lui vouent un culte profond. Ainsi, le cinéma a vu se mettre en place de nombreux amateurs de 7e art, avant tout cinéphiles ou cinéphages, cherchant au cœur de leurs œuvres à mettre en forme non plus simplement ce qui devrait sonner comme nécessaire pour donner lieu à une œuvre cohérente, mais cherchant également à construire un ensemble qui sorte de l'ordinaire, que ce soit par un ton, par une forme, par une reconnaissance envers les pairs qui les ont influencés, ou simplement en mettant en relief une forme de genre ou d'appréciation d'un ton ou d'un style de cinéma qui leur plaît plus que tout. Et c'est cela qui rend un cinéaste non plus simplement intéressant, mais passionnant. Dans ce contexte, le metteur en scène dont je vais vous parler aujourd'hui, que j'aime profondément plus que tout, je considère que c'est un des meilleurs auteurs que le 7e art est à l'heure actuelle, est un des génies, je le pense, de sa génération. Un cinéaste surtout connu pour son travail autour de la comédie, mais qui a offert tellement plus à un cinéma anglais qui lui doit tout aujourd'hui. Un auteur comprenant ses références, sachant comment leur donner du sens au sein d'une œuvre, pour donner lieu à bien plus qu'un petit instant de comédie savoureux. Un metteur en scène jouant constamment avec nous spectateurs, développant et construisant des œuvres sortant tellement de l'ordinaire qu'aujourd'hui son travail est d'enseigner dans certaines écoles de cinéma, et beaucoup le considèrent comme l'un des cinéastes les plus fascinants d'une génération anglaise dont il est devenu le fer de lance. Edgar Wright est un fantastique auteur, un génie de l'image qui sait comment muer la comédie à un autre genre pour donner lieu à bien plus qu'un simple instant de divertissement, et personnellement c'est cela qui me passionne chez l'auteur, cette fascination qu'il a pour les différents tons et gestes du 7e art pour transformer une œuvre en bien plus qu'un simple amusement, mais une vraie transmission de passion pour le 7e art. Et cela, on le ressent dès son premier, mais malheureusement trop méconnu long métrage, qui est absolument fantastique dans son genre parce qu'on voit toute l'ambition d'Edgar Wright, même avec un budget ridicule. Le premier long métrage de Wright est un projet qui lui tenait à cœur, remake de son premier court métrage étudiant qui met en scène ici, avec un certain panache, un pastiche jovial du cinéma de western qui a bercé son enfance pour une œuvre tout simplement jubilatoire, mais également une œuvre dans laquelle réside toute la puissance de ce qui fera par la suite son travail d'auteur en tant que comique mais également qu'amateur de genre. A Fistful of Fingers, dont le titre est déjà très évocateur, reprenant la base de Pour une poignée de dollars, s'amusant des codes du western à la Léon pour développer un travail de comédie décalé et complètement fumé, le cinéaste n'hésitant jamais à aller jusqu'au bout d'une vanne, convoquant le trio Zucker, Zucker et Abrams, ainsi que le travail de la troupe des Monty Python pour un long métrage qui ne manque pas de défauts, surtout dû à son budget, mais qui est également jouissif, tout simplement. Dès son premier métrage, Edgar Wright sait comment rendre une comédie non seulement cohérente par rapport à son propos de base, mais tout aussi jubilatoire pour le spectateur qui est en train de la regarder. C'est ce qui fera par la suite la marque de fabrique du cinéma de Wright, une marque qu'il ne trahira jamais et qu'il fera au contraire en sorte de pousser dans des retranchements assez géniaux, allant convoquer des références venant de loin pour rendre son cinéma plus crédible et surtout plus ludique pour le spectateur, chose que finalement même aujourd'hui peu de cinéastes osent réellement faire au cœur de leurs œuvres de peur de perdre totalement le spectateur. Mais pourtant, et en ce sens, on peut saluer le travail de Wright jusqu'à aujourd'hui, le cinéaste n'a jamais souhaité privilégier la facilité pour toucher un plus grand nombre, prenant souvent des risques, voire des gros risques, mais ne cherchant jamais à prendre le spectateur pour quelqu'un de simple ou ne recherchant pas plus que simplement du divertissement. Et en ce sens, j'aime profondément la démarche de Wright, car elle respire à fond une sincérité tellement jouissive et jubilatoire qu'on ne peut s'empêcher de regarder ses films avec un amour profond et un respect immense. Et même si l'on pourrait facilement prendre sa trilogie Cornetto pour évoquer cela, il y a un film qui depuis plusieurs années me tend les bras, que je rêve d'évoquer et dont j'ai enfin l'occasion de parler ici. Une œuvre qui a fait un énorme bide lors de sa sortie, une œuvre dont je n'ai jamais pu comprendre l'échec, quoique en un sens le film est clairement en avance sur son temps, et sonne aujourd'hui comme une œuvre tellement visionnaire et jouissive que l'on ne peut la voir uniquement comme une tentative visuelle et sensorielle de la part d'Edgar Wright, car cela se voit, c'est bien plus que cela qui se produit devant nous. Scott Pilgrim, bien plus loin que sa simple forme, bien plus loin que sa plastique absolument déjantée, bien plus loin que d'être un objet qui respire la fraîcheur et la créativité à chaque plan, est avant tout une œuvre qui ne cherche pas uniquement à être une comédie, ou un film d'action, ou un moment de cinéma alignant les clins d'œil et les références. C'est tellement plus que cela.
C'est une œuvre ambitieuse de la part d'un metteur en scène souhaitant prendre un comic book au postulat simple pour démontrer à quel point la créativité fait toute la force et la forme d'une œuvre qui se veut héroïque et en même temps grand public, développant alors un métrage d'une énergie et d'un amour plus qu'immense pour le spectateur, et en ce sens, dans quelques années, comme des Fight Club ou Comparse, le long métrage deviendra un objet de culte. Edgar Wright n'est pas un metteur en scène qui cherche simplement à mettre en scène des délires. Il veut rendre ça non seulement cohérent, mais également puissant pour le spectateur, pour que celui-ci soit littéralement, comme je l'évoquais avant, en train de jubiler dans son fauteuil. La cohérence au service de quelque chose qui devient par la suite de son développement à l'écran un objet tellement fou et jouissif que l'on ne peut alors qu'encore plus accepter cet univers se construisant devant nous comme quelque chose de purement et simplement crédible, donnant alors lieu à un instant où la suspension d'incrédulité du spectateur, même si elle peut être mise à rude épreuve, n'est qu'encore plus renforcée. Personnellement, c'est cela qui me fait aimer le cinéma de l'anglais le plus délirant que je connaisse encore en vie. Un cinéma dans lequel il met tout ce qu'il aime, tout ce que les spectateurs aiment, mais également tout ce que les fans de cinéma adorent. Soit des références, des clins d'œil, des petits instants délirants, mais avant tout, généreux, et qui ne prennent jamais le spectateur pour simplement un amateur, mais pour un vrai amoureux de ce qui fait la forme et la force du cinéma. Il suffit de prendre son dernier film en date pour comprendre que son cinéma a atteint un paroxysme de perfection, tant son dernier métrage est, je le pense profondément, son meilleur film à l'heure actuelle. Le rythme fait beaucoup dans une œuvre de cinéma, que ce soit par le montage, par la musique ou par les actions des personnages. Mais Wright ne s'est pas simplement dit qu'il fallait vaguement mettre cela en relief, mais a littéralement cherché à mettre en scène au travers de son 6e long métrage le trip musical le plus ultime du cinéma pour le spectateur, où aucune parole ne serait nécessaire et encore moins chansonnette donnée par les personnages. Baby Driver est un hommage à la plus pure tradition d'un cinéma cherchant à mettre en forme l'action, poussant ici le potard dans une direction jamais exploitée, cette idée que tout sonne comme musical, qu'une balle épouse le rythme d'une caisse claire, qu'un mouvement de caméra sonne comme une symphonie de corps et de cordes, et qu'un retournement de situation se fasse au son d'une basse bien accordée. Bref, c'est un délire que personnellement je regarde régulièrement, comme pour me rappeler qu'au travers de ce métrage, Wright a su mettre en forme ce que j'avais envie de voir depuis bien longtemps, une œuvre musicale où tout sonne comme justifié et juste. C'est beau, c'en était presque émouvant à la sortie de la salle, bref, cela reste un immense coup de cœur qui m'a fait encore plus tomber amoureux du metteur en scène. Et son prochain long métrage, expérimentation cherchant à le pousser depuis de nombreuses années vers le cinéma de genre, et ici l'horreur, semble tout aussi passionnant. Changement de ton pour le metteur en scène qui décide pour la première fois, même si cela semblait un peu évident si l'on connaît son travail d'auteur et de cinéaste, tant son œuvre a toujours penché vers ce type de cinéma, pour donner lieu à ce qui semble être sur le papier, une œuvre aussi hypnotisante que finalement cohérente par rapport à l'époque dans laquelle il cherche à ancrer ses personnages. Au fond, cela ne peut être qu'une bonne chose, car il y a peu de chances que Wright loupe le coche, au vu de son travail précédent, même s'il est indéniable qu'une réelle pression semble planer sur ses épaules après son 6e film. Mais étrangement, je le sens plutôt bien. Je sens que Wright nous proposera une nouvelle fois un film surprenant. Mais bien plus encore que cela, nous proposera un film qui sortira clairement de l'ordinaire, pour un cinéma de genre qui s'inscrira certainement dans une veine à la A24 qui fait beaucoup de bien à cette production depuis 10 ans. À voir si l'enfant prodigue du cinéma anglais arrivera une nouvelle fois à nous proposer un long métrage passionnant, ou peut-être délirant, ou peut-être jouissif, ou peut-être tout simplement parfait. Ça reste possible vu la cinéphilie du bonhomme. Bye bye everyone. Oh my God!